Donc maintenant, j'en arrive à la question de Roger, qui est peut-être plus une réaction qu'une question sur ce que j'ai dit sur la société qui est publicisée par Marius Scognesi. Alors, maintenant, nous sommes autorisés à donner le nom de cette société. La société s'appelle Voxtur, V-O-X-T-U-R. C'est parce que Marius a en fait rendu cette thèse publique dans une série de 11 vidéos sur YouTube. Alors, Roger m'encourage à regarder ces vidéos parce que apparemment je ne suis pas familier avec cette thèse d'investissement. En tout cas, c'est ce qui semble apparaître pour Roger à partir de ce que je dis. Il a le droit de penser ce qu'il veut, hein. Roger, il pense ce qu'il veut, je m'en fous, c'est pas la question. Voilà. Ce qui est important, c'est de dire que Marius a une thèse d'investissement et que je n'ai pas la même. Pour le coup, ça c'est sûr. Voilà. Et bien sûr, voilà, Roger dit la méthode de valorisation de cette entreprise est sujette à débat et que aujourd'hui peut-être que la compagnie n'est pas analysable, mais si on prend le temps de pouvoir l'analyser, par exemple sur 2 ans, on n'aura peut-être pas le même prix et donc on aura loupé cette opportunité. Et Roger est très content d'avoir investi pour l'instant dans cette compagnie. Bien sûr, voilà, moi je suis pas là pour juger en fait qui que ce soit, ni Roger ni Marius. Euh, Moi je suis là parce que j'ai reçu cette question de Roger. J'essaye d'exprimer des faits sur la compagnie. Voilà, moi, dans un raisonnement de recherche de vérité, j'essaye de partir de faits. Et ce que j'ai dit en fait dans la précédente vidéo n'est pas du tout en contradiction avec ce que dit Marius. Faut pas chercher la contradiction là où elle n'existe pas en fait. C'est-à-dire, moi j'ai pris un autre fait, un autre angle d'observation. Si vous regardez un arbre par la gauche et que quelqu'un d'autre le regarde par la droite, il verra autre chose. C'est normal. Moi, les faits sur lesquels je me suis appuyé dans mon analyse, c'est de prendre déjà les états financiers actuels de l'entreprise. Déjà, je les ai ouverts, je les ai lus quand même. Et dans ces états financiers, je dis que sur les 9 derniers mois, le management s'est pris 9,5 millions de stock options pour faire des acquisitions pour le compte de Voxtur. Après, ce que je dis aussi, et peut-être que je n'ai pas été assez clair, sur ce point-là, c'est bien possible, ce sont des podcasts, ce ne sont que des mots. Euh, la question qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est est-ce que déjà on est d'accord avec le fait que le management se paye sur 9 mois 9,5 millions pour faire des deals sur des sociétés qui ne sont pas profitables aujourd'hui, mais bien sûr ils vous disent qu'ils seront profitables plus tard, pourquoi pas, peut-être, j'en sais rien, mais c'est plus tard, donc ça c'est pas un fait, c'est une hypothèse. Donc moi je distingue vraiment les deux, je distingue les faits, on a acheté des compagnies soi-disant SaaS, alors bon, là, on peut leur faire confiance, on peut leur faire confiance, il faut peut-être faire une due diligence sur ce qu'ils ont acheté correctement, ça j'avoue que j'ai pas les éléments pour le faire, donc je peux pas vous dire. C'est du SaaS B2B, donc moi j'ai pas du tout acheté un accès sur des business B2B dans le real estate pour vérifier si c'est vraiment du SaaS ou pas, si c'est un business model qui est bon ou pas dans les compagnies qu'ils ont achetées. Donc ça, j'ai pas fait ce travail, ça je le reconnais. Euh, Ensuite, euh, l'autre sujet à regarder, c'est est-ce que le simple fait que Voxtur ait acquis une société lui donne automatiquement plus de valeur que ce que Voxtur a payé pour acquérir la société? C'est une question et vous avez le droit d'avoir votre opinion sur le sujet. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'aucun fait ne me permet d'affirmer positivement que Voxtur donne effectivement de manière immédiate une valeur supplémentaire au business juste parce que Voxtur possède une boîte SaaS. Voilà, Voxtur avant c'était pas grand chose. Ils ont acquis d'autres business. Effectivement, le fait d'acquérir d'autres business leur donne forcément une taille supplémentaire.
mais est-ce que le fait que le Voxtur ait ce business dans les mains crée automatiquement une survaleur? Je n'en sais strictement rien. Voilà. Peut-être que Marius a un avis, d'ailleurs sûrement, il a un avis affirmatif sur cette question, et il a le droit de l'avoir. Je ne suis pas obligé de le partager. Donc, Roger, quand vous faites appel à un service d'investissement avec une question aussi technique que celle-là, on peut juste respecter le fait que chacun et analyser les faits et tire simplement des conclusions différentes de ces faits. Je ne suis pas là pour dire que ma conclusion est supérieure à celle de Marius. Je suis simplement là pour vous dire que venteunique.com, c'est une société où factuellement, moi je sais qu'il y a un retour sur actif de plus de 20% par an, non leveragé, quelle que soit la manière dont vous le calculez, peu importe combien de cash vous comptez en excès, c'est forcément un retour sur actif qui est supérieur à 20% par an de manière non leveragée. Je suis aussi là pour vous dire que factuellement, aujourd'hui, le retour sur actif de Voxtur est négatif. Voilà, c'est peut-être pas amené à durer, mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est juste un fait, hein, il n'y a pas à se vexer ou avoir de grands débats là-dessus, hein, tout va bien. Euh, Ensuite, je suis aussi là pour vous dire qu'un business, quel qu'il soit, à partir de ses actifs, il va générer ou pas de la valeur. Et la valeur d'un business, c'est justement la somme des différentes valeurs qu'il va générer au fil des ans à partir de ses actifs. Alors, certains vous diront ramener en valeur d'aujourd'hui. Bon, peut-être, mais disons que si vous êtes dans une optique de détention à long terme, la valeur effective que vous allez réaliser sur votre période de détention à long terme, ce seront bien les retours sur investissement de votre business, modulo le multiple éventuel de valorisation qui va soit s'agrandir, soit se contracter au cours du temps, mais le centre de gravité de votre retour sera le retour effectif de votre business sur ces investissements. Voilà, moi je suis juste là pour vous dire ça en fait, tout simplement. Pourquoi moi je suis investi dans Vente Unique? C'est parce que Vente Unique, alors c'est certainement pas un business mature, je pense qu'ils vont augmenter leur ROI dans le temps, à long terme, tout simplement parce qu'avec un même actif, un même entrepôt euh, et un stock qui ne croît pas aussi vite que croît le business, on peut générer plus de profit dans le temps. Et ensuite, après, on ouvrira un deuxième entrepôt et on va pouvoir refaire cette opération. Et au fur et à mesure que le temps avance, votre ROI devrait pouvoir s'étendre et devenir de plus en plus intéressant. C'est justement ce qui fait que la compagnie n'est pas mature, mais une compagnie en pleine croissance, mais en croissance organique, avec des retours sur capitaux très positifs et déjà très importants, qui sont susceptibles de devenir encore plus importants dans le temps par une dynamique d'affaires qui semble pouvoir le supporter et qui factuellement le fait déjà en fait. Donc moi je dis simplement qu'il y a une chance à mon sens très élevée, parce que le business est établi de cette manière-là, justement par design, que ces retours sur capitaux soient importants, élevés et durables. Voilà. Pour Voxture, je ne peux pas le dire et c'est la raison pour laquelle, dans une démarche, encore une fois, de recherche de vérité sur l'investissement, je me raccroche à des choses qui sont tangibles. Mais la valeur de vente unique et celle de Voxture, de toute façon, ce sont les profits que ces business vont générer dans le temps sur votre période de détention. Et peut-être, du reste, que Voxture pourra faire mieux que ventunique.com. Moi, je ne suis pas contre ça, simplement, je ne suis pas sûr d'en voir le chemin.
Enfin, moi, je suis sûr que je suis pas sûr en fait. Donc, c'est pour ça que je passe mon tour. Mais il y a d'autres gens qui ont le droit d'avoir d'autres avis. Et voilà, euh, je, je pense que les deux compagnies ont effectivement une croissance élevée, mais la question de la croissance, c'est quelle est la valeur de la croissance. La croissance, je peux vous en faire par acquisition sur n'importe quel business, c'est pas très compliqué, il suffit de faire des acquisitions, hein, rien de compliqué à ça. Mais il y a des croissances qui sont rentables et il y a des croissances qui ne sont pas rentables. Et dans le cas de vente unique, vous êtes certain que votre croissance est rentable puisqu'elle se fait sur la base d'un retour sur actif non leveragé, quelle que soit la manière dont vous le calculez, qui est supérieur à 20% par an. Et le retour sur investissement effectif, qui utilise le levier des fournisseurs et le levier des clients, il est supérieur à 50% par an. Donc, dans tous les cas, voilà, que vous preniez 20%, que vous preniez 50%, quand votre croissance vous rapporte ça, c'est une croissance qui est indubitablement rentable. En ce qui concerne les politiques d'acquisition de vos futurs, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la base de données qui sont disponibles. Et pour moi, factuellement, les données aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour que je puisse me faire un avis. Ensuite, vous avez effectivement le droit de spéculer sur le fait que les business SaaS aujourd'hui se transigent sur le Nasdaq entre 5 fois les ventes, souvent 10 fois les ventes, parfois 20 fois les ventes. Alors, je voudrais quand même revenir sur le fait que n'importe quel business, sur une durée de détention suffisamment importante, n'est pas valorisable par ses ventes. Il est valorisable par l'argent qu'il vous rapporte, la valeur qu'il vous rapporte. C'est logique, c'est évident, c'est factuel ça, c'est-à-dire c'est pas une supposition. Il est très important que vous compreniez cela. Donc en fait, les méthodes de valorisation par les ventes, ce sont des méthodes marketing et qui sont aujourd'hui très à la mode, comme elles l'étaient du reste lorsque j'ai commencé à investir. Mais on peut avoir des surprises quand on s'y prend avec ces méthodes-là, parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de ventes que vous faites, en réalité, c'est la valeur que vous créez par les ventes. Et donc, c'est toujours une question de valeur créée quand vous analysez un business, si vous voulez rester ancré dans la vérité, si je peux dire. Les méthodes de vente ne peuvent avoir de sens que si elles sont ramenées à des méthodes de profit. Aujourd'hui, la plupart des business SaaS cotés sur le Nasdaq n'ont pas de profit. Donc, ok, il faut bien que les banquiers arrivent à les fourguer sur le Nasdaq, qu'ils aillent à placer les actions de ces business, mais ces business-là, soyons bien d'accord, sont placés par des banquiers, l'incentive est de les placer, et donc on trouve un ratio. On trouve un ratio pour pouvoir placer le business, tout simplement, et pouvoir le fourguer à des investisseurs et prendre de la commission. Si on le fourguait sur la base de la valeur actuelle que rapportent la plupart des business SaaS, on pourrait certainement pas fourguer des business non profitables pour plusieurs milliards. Ça serait bien compliqué. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce ratio est très à la mode pour les boîtes SaaS, mais ça ne veut pas dire que c'est un ratio qui constitue une vérité absolue. Il y a quand même des business SaaS, je vous l'accorde, et je cite toujours en exemple Semler Scientific, qui sont à même de faire du profit et de la croissance du profit en adressant un marché et une niche qui sont intéressants. Moi, je suis très intéressé par l'évolution du business de Semler Scientific à titre personnel. Mais pour autant, est-ce que j'ai investi dessus? Non, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un business qui s'échange pour reprendre vos multiples de vente à 10 fois les ventes. Donc, si on parle en profit, c'est peut-être
euh, du 100 fois les profits, on va dire. C'est pas très clair en fait, parce que là, il y a eu une surprise sur l'évolution du business. On s'attendait à ce que la croissance continue, mais en fait, le business est entré en décroissance. Surprise. Et donc, le multiple des ventes qu'il cotait, c'était 20 fois les ventes, et c'est passé à 10 fois les ventes. Mais voilà, on reste toujours sur des valorisations qui sont très optimistes sur la croissance des ventes, du business, mais euh, voilà, on comprend bien que c'est pas facile de mettre un multiple des profits à partir des ventes du business de manière normalisée sur une startup de ce type. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le ratio prix sur vente, lorsqu'il était à 20 fois les ventes, était fort pratique pour placer des actions et se développer lorsqu'on gère cette société. Et pour les banquiers, pour placer les actions sur le marché, évidemment, c'est très bien d'avoir ce ratio-là. Et peut-être que, je sais pas, c'est peut-être une bonne chose, mais en tout cas, quelqu'un qui a acheté Semler à 20 fois les ventes, qui se retrouve avec une boîte qui cote 10 fois les ventes aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit extrêmement content. Peut-être qu'il le sera plus tard. Mais vous voyez, il y a du peut-être, il y a du raisonnement hypothétique, il y a du futur. Voilà, moi, les faits futurs, je suis pas très fort pour les prédire en fait. Je suis beaucoup plus à l'aise pour vous dire que de toute façon, quelle que soit la manière dont vous y prenez, je sais calculer le ROI de venteunique.com aujourd'hui et je peux vous dire que je suis confiant que les dynamiques de business de venteunique.com aujourd'hui seront les mêmes que les business de dynamique de vente de venteunique.com de demain, parce que c'est un business qui n'a pas bougé depuis 15 ans, tout simplement, juste pour ça. Voilà, vous voyez, je me base sur des faits et je vous dis clairement quelle est mon hypothèse. Et dès lors que cette hypothèse est réalisée, je vais forcément avoir un retour sur investissement intéressant sur ma durée de détention en détenant simplement des actions venteunique.com, si tant est que l'hypothèse que j'ai formulée est juste. Et c'est tout ce que j'ai à vérifier en fait. Si vous faites des hypothèses sur Voxture, en fait, vous avez le même travail à faire, qui est de vérifier est-ce que vos hypothèses sont justes. Quand vos hypothèses, elles font 11 vidéos, sérieusement, Roger, vos hypothèses, elles font 11 vidéos. Si je pars du principe que les hypothèses de Marius sont aussi les vôtres, bah, vous avez un sacré travail de vérification à faire. Voilà, moi, est-ce que je suis compétent pour faire ce travail de vérification? La réponse est non. En tout cas, je préfère passer mon temps sur autre chose et justement utiliser ce point de vue-là, vous, à titre personnel, pour décider en fait ce que vous faites. C'est-à-dire, est-ce que vous essayez de faire du fact-checking, du rechecking sur tout ce que fait Marius? Ou est-ce que vous dites, en fait, non, moi, je ne partage pas ces hypothèses et moi, ma vision du travail d'un analyste et d'un investisseur n'est pas celle-là. Voilà. Moi, ma vision de mon travail, c'est de réussir à vous aider à générer des très bons retours sur le long terme en prenant le minimum de risques possible en fait. Voilà, j'essaye de réduire le risque au maximum. C'est pour ça que je diversifie pas en fait, hein. Pour une fois que j'ai un business qui est clair, qui est performant, où les ROA sont super hauts, j'essaye surtout de vous trouver des business qui sont comparables à celui-là en tout point de vue. Et lorsque j'y arriverai, ou pas d'ailleurs, on s'en fout, voilà, là je peux vous proposer des alternatives de diversification, comme du reste, je l'ai fait dans le secteur de matières premières. Simplement, comme le profil de ROI de venteunique.com est très supérieur à celui de n'importe quel business de matières premières, le ROI consolidé du portefeuille baisserait si je diversifiais. Et donc, la démarche qui me pousse à ne pas diversifier, c'est justement cette recherche de bonne prévisibilité sur les retours sur investissement. Et croyez-moi que qu'on fasse 20% par an si on calcule en termes de ROA non leveragé, ou qu'on fasse 50% par an si on calcule en termes de ROI leveragé sur les clients et les fournisseurs, dans tous les cas, nos résultats d'investissement
sur les 10 prochaines années seront vraisemblablement très supérieurs à la moyenne parce que je n'ai aucune raison d'être confiant sur les retours sur investissement de la plupart des démarches classiques sur les 10 prochaines années. Parce que quand vous avez une inflation qui galope, il y a de toutes les chances, depuis toutes les époques de la bourse, que vos multiples là, vos multiples, vos PI, vos price to sales, vous prenez n'importe quel multiple, ils ont toutes les chances de se contracter en fait. Si l'histoire rime un peu avec ce qui existait, et quand il y a une inflation galopante, quand il y a des taux qui sont susceptibles de remonter, ou même lorsque les taux ne remontent pas mais que l'inflation est galopante, vos multiples de marché se contractent parce que les investisseurs n'ont plus la même confiance dans les entreprises, dans les systèmes, juste pour ça en fait. D'un côté, si les taux remontent, en fait, c'est évident. Si les taux remontent, bah, automatiquement, votre taux sans risque est plus attractif et donc vous demandez la même prime de risque par rapport à un taux sans risque qui est plus élevé. Ça amène mécaniquement une contraction de multiples de marché. Vous y pouvez rien, c'est-à-dire puisque vous voulez la même prime de risque par rapport à un taux sans risque qui est par exemple de 4% versus 0% aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui serait content de faire 3 ou 4% de prime de risque aujourd'hui, il peut payer 25-30 fois les profits. Si vous prenez un business, donc le même business, hein, pour lequel vous payez 25-30 fois les profits aujourd'hui, vous êtes content parce que les taux sont à zéro. Si le taux passe à 4% et que vous prenez 3% de prime de risque, vous voulez faire 7% de rendement avec la même prime de risque. Et c'est plus 3-4%, mais c'est 7%. Et si vous voulez faire 7%, vous allez payer pas plus de 15 fois les profits. Donc mécaniquement, vous passez d'un marché valorisé à 25-30 fois les profits à un marché qui sera valorisé plutôt dans les 15 fois les profits. C'est juste de la gravité, si je puis dire, hein. C'est de la physique fondamentale, on peut appeler ça comme ça. Tout simplement, c'est du bon sens, c'est de la logique, quoi. C'est juste comme ça que raisonnent la plupart des intervenants sur le marché. Ensuite, il y a des cas où, effectivement, comme en Russie en 98, par exemple, les taux, en fait, bon, ils étaient déjà assez hauts, il n'y a pas eu de changement de politique de taux, l'État a fait défaut, c'était une période très compliquée et en fait, indépendamment du contexte de taux, je dirais à cette époque-là, c'est pas le contexte de taux qui importait, c'était le contexte d'inflation galopante. Donc même si vous laissez un taux par exemple à zéro aujourd'hui, mais que votre inflation elle galope, il y a beaucoup de business qui ne pourront pas répercuter cette inflation. Et dans ce cas de figure, ces business-là mériteront simplement moins de confiance des investisseurs parce qu'il y aura quelques problèmes. Je veux dire, les coûts vont exploser, ils ne peuvent pas répercuter totalement l'inflation dans les prix de vente. Sur ce type de business, les business de faible qualité, les investisseurs vont simplement demander mécaniquement plus de primes de risque, indépendamment du fait que le taux ne bouge pas, tout simplement. Donc l'inflation, dans tous les cas, amène les investisseurs à demander une prime de risque, surtout sur les business qui ne peuvent pas répercuter totalement l'inflation. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas hyper bullish sur le marché par défaut. Je ne peux pas parier sur le fait que les gens vont toujours payer 5, 10 ou 20 fois les ventes pour les boîtes SaaS et qui vont toujours raisonner en ratio prix sur vente. J'essaye d'être un minimum ancré dans la peau d'un investisseur qui cherche à faire un rendement réel à un moment sur son investissement et pas simplement refiler une patate chaude comme aujourd'hui on refile un Bitcoin. Je pourrais presque vous dire qu'une boîte SaaS et un Bitcoin, dans beaucoup de cas de figure, surtout sur le business SaaS non profitable, c'est pas très différent. On ne sait pas valoriser l'actif.
on ne sait pas valoriser l'actif SaaS, on ne sait pas valoriser l'actif Bitcoin. D'ailleurs, pour le Bitcoin, on n'est même pas sûr que c'est un actif. Parce qu'il n'y a pas de retour sur actif sur un Bitcoin. C'est un scoop, c'est juste une donnée informatique, hein, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui a acheté bêtement cette donnée informatique et qui l'a détenue pendant les 10 dernières années, il a fait un super rendement, hein. Il a fait un super rendement. Mais c'est juste une donnée informatique, ça ne change pas la nature fondamentale de la chose, et ça ne rend pas la chose un actif pour autant, parce qu'une donnée informatique, comme vous le savez tous, n'est pas quelque chose qui est susceptible de vous rapporter beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose qui produit un cash flow, c'est juste une donnée informatique. C'est comme une case mémoire dans votre ordinateur ou dans votre cerveau. Vous avez des cases mémoire aussi. Une case mémoire, c'est une case mémoire, c'est pas un actif, quoi. C'est juste quelque chose qui existe et qui remplit sa fonction de case mémoire, quoi, qui stocke une donnée. Donc voilà, il ne faut pas confondre un actif avec quelque chose qui n'est pas un actif déjà. Ça n'empêche pas la chose d'avoir une cotation, mais appelons simplement les choses par leur nom et essayons de rester le plus ancré dans la réalité possible. Et la plupart des business SaaS aujourd'hui ont un retour sur actif qui est négatif. Donc, dans ces cas-là, Roger, peut-être qu'ils vont continuer à se transiger 5, 10, 20 fois les ventes. Vous avez le droit de le croire, et Marius aussi. Et je ne suis pas en train de dire que Voxture est forcément un tel business. Je suis simplement en train de vous dire que vous devez être très clair sur vos hypothèses. Voilà, quand vous investissez et que moi, de mon côté, j'essaye de vous apporter de la valeur en vous donnant un point de vue différent sur cet investissement. Si j'avais le même point de vue que Marius, Roger, très sincèrement, me poser des questions n'aurait strictement aucun intérêt. Voilà, j'espère que j'ai clarifié la démarche de recherche de vérité. J'espère que je vous ai expliqué clairement quel investisseur français on a remonté nos critères de sélection pour les business afin d'investir dans des business qui sont capables de nous rapporter plus de 20% par an juste sur leur dynamique business, pas forcément sur une expansion des ratios de valorisation, pas forcément en refilant une patate chaude à quelqu'un. Aujourd'hui, les business SaaS sont des patates chaudes qu'on refile très bien, hein. Donc, je ne nie pas ça. Je dis simplement que nous, on ne participe pas à cette fête. Et peut-être que c'est une erreur parce que effectivement, tant que la musique joue, on danse sur le Bitcoin et n'importe quel crétin qui achète un Bitcoin euh, peut nous faire aujourd'hui la leçon d'investissement, comme il y a des gens qui font la leçon d'investissement à Warren Buffett, en disant Warren Buffett est un dinosaure, Warren Buffett est mort, Warren Buffett a raté le Bitcoin, comprend rien à rien. Bon, généralement, lorsque ce genre de situation arrive sur le marché, c'est que en fait le dinosaure c'est celui qui parle, c'est-à-dire c'est un fossile vivant, le mec et son Bitcoin c'est un fossile vivant peut-être, hein, en fait. Il se peut que le Bitcoin s'effondre parce que simplement les gens se rendent compte que c'est une donnée informatique et qu'elle ne produit pas de retour sur actif. Ou peut-être effectivement que Warren Buffett a loupé quelque chose, comme peut-être que j'ai aussi loupé quelque chose. Et peut-être que avec leurs incentives, même les banquiers vont se mettre à vous faire croire que le Bitcoin a effectivement une valeur juste, un peu comme il y a un revirement de situation qui est très amusant à la JP Morgan. Jamie Dimon disait par exemple en 2014 que la juste valeur du Bitcoin était de 0. Maintenant, les analystes de JP Morgan publient que la juste valeur du Bitcoin est comprise entre 30 000 et 70 000 dollars par Bitcoin. Alors, forcément, si vous voulez placer du Bitcoin à des investisseurs, vaut mieux publier que ça vaut entre 30 000 et 70 000
plutôt que de publier que ça vaut zéro, comme le disait Jamie Dimon. Bon, cela dit, Jamie Dimon, je ne sais pas si vous savez, mais même le président Macron, il écoute très bien ce que Jamie Dimon a à lui dire quand Jamie Dimon se déplace à un meeting avec le président Macron. Donc voilà, moi je ne sais pas s'il faut parier contre Jamie Dimon. Voilà. Donc cet aparté étant fait, j'espère que vous avez compris la démarche de l'Institut français, que vous appréciez les opinions différentes qu'on donne à nos abonnés, sans prétendre que nos opinions sont meilleures que les autres. Simplement, il y a des styles d'investissement qui peuvent vous convenir, d'autres qui peuvent ne pas vous convenir. On a aussi un style d'investissement et en fait, on est là pour vous délivrer simplement de la valeur avec une opinion qui est différente de celle du marché, différente de celle des autres intervenants. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.